Salut Catherine. Salut Pierre. Salut Pablo. Salut, salut. Bon, alors on l'avait dit la semaine dernière, on sera de retour aujourd'hui pour commenter ce second tour des élections régionales et départementales. Allez rapidement tous les deux en un mot, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé hier? Allez Catherine, on commence par toi. L'abstention toujours aussi forte. Moi, je pense que c'est ça qui est quand même l'élément décisif. Et donc, la reconduction de tous les sortants, qui va avec, à mon avis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mobilisation électorale, eh ben, il y a une prime aux sortants et c'est ce qui s'est produit. Pablo. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que hier, les gens dans la soirée électorale, et même dans pas mal de discours des gagnants comme des perdants d'ailleurs, tout le monde parlait de la présidentielle. Donc c'est parti. Maintenant, on a eu je ne sais pas combien de gagnants. On a je ne sais pas combien de candidats potentiels à l'élection présidentielle. Et en fait, un an auparavant, déjà, tout le monde est dans les starting blocks. Hmm. Alors, on l'a vu quand même, effectivement, il y a quand même deux grands perdants hier soir. C'est la démocratie, tu viens de le dire, Catherine, effectivement, avec l'abstention, mais c'est aussi le score très faible, finalement, du Rassemblement national, mais aussi très faible de La République En Marche, et évidemment plein de gagnants, les gagnants étant les sortants. Est-ce que, du coup, pour vous aussi, une des leçons d'hier, c'était ça n'est pas le renouveau, le monde nouveau qui disparaît avec l'émergence, la réémergence du clivage droite-gauche? Moi, je suis assez d'accord. Enfin, le clivage droite-gauche, je ne le vois pas trop, hein. C'est les vieux appareils politiques qui ont réussi à militer, à motiver, pardon, le peu de militants et le peu de sympathisants, finalement, pas forcément les électeurs au sens large qu'ils avaient. Je ne suis pas certain que ça soit la réactivation du clivage gauche-droite, Mhm. hein. Attends, merde, j'avais un autre truc à dire, mais je ne sais plus. Tu l'as retrouvé, Catherine? Moi, je pense que le clivage gauche-droite n'a jamais disparu. Donc, je pense qu'il se manifeste. Il ne se dit pas qu'il est aussi présent qu'il ne fut. C'est-à-dire qu'il y a un assèchement des idées et des conflictualités politiques qui fait que ce clivage gauche-droite perd en vitalité. Mais il s'est toujours maintenu et il était présent hier soir. Il était présent d'autant plus que c'est une toute petite partie de l'électorat, un tiers de l'électorat qui s'est manifesté, qui s'est mobilisé, c'est-à-dire le plus traditionnellement politisé, celui qui continue de se représenter sa participation aux institutions à travers la participation au vote. Je ne suis pas aussi certaine que toi que l'on puisse dire simplement comme ça que c'est un mauvais coup pour la démocratie. C'est-à-dire que moi, je pense que c'était quand même des élections hyper chiantes et dans lesquelles on n'a pas su faire émerger véritablement des enjeux. Pas simplement parce qu'on aurait trop parlé de la présidentielle et pas assez des régionales, c'est qu'on n'a pas su politiser les enjeux qui étaient présents et que donc que les gens ne se soient pas intéressés à cette élection. D'une certaine manière, on n'est pas des benets, quoi. Je veux dire, ou bien on nous parle un discours qui nous intéresse, qui nous motive, qui fait écho à nos préoccupations, à nos mobilisations, et on y va. Si c'est pour aller soutenir des choses qui ne nous apparaissent pas clairement, voire qui nous désintéressent, si c'est pour départager Pécresse de je ne sais pas quoi, de Xavier Bertrand, bon, on s'en fout, quoi. Donc, moi, je ne tirerai pas absolument un trait d'égalité entre affaissement de la démocratie et mauvaise participation lors de cette consultation-là. Il y a un discours hier soir qui m'a, moi, particulièrement marqué, c'était celui du patron des Républicains, Christian Jacob, qui était visiblement à la fête. Il expliquait que la droite était à la fête, la droite était de retour, c'était même la seule alternative possible au duo Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Et il a dit aussi, il a eu cette lecture que j'ai trouvée, enfin vous allez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, il parle d'une humiliation pour la République En Marche et il parle je sais plus, d'un revers historique pour le Rassemblement national. Vous partagez un peu son analyse tous les deux? Humiliation pour la Humiliation pour la République En République Marche. En Marche. Oui, je pense que c'est absolument incontestable. Ils ont fait un très mauvais résultat au premier tour et là où ils ont pu se maintenir, ils ont encore baissé au deuxième tour. C'est-à-dire qu'ils ne participaient plus du peu d'enjeux ou des enjeux, du peu d'enjeux j'exagère parce qu'il y avait quand même deux régions où il y avait un enjeu
de basculement, mais et puis en PACA aussi, il y avait un enjeu d'empêcher Marianide de prendre le pouvoir, mais deux régions avec un enjeu de basculement gauche-droite et un enjeu en PACA, mais ils n'ont pas su être présents. Alors quand je disais tout à l'heure, ils ne savent pas politiser, alors eux, c'est le pompon, quoi. Je veux dire, c'est un discours complètement technique, technocratique, et au mieux de soutien au président de la République, ce qui n'avait aucun sens et qui était contre-productif. Moins de 10% en Île-de-France, François de Rugy qui fait 8%. Effectivement, c'est assez mauvais. Pablo? Oui, mais c'est peut-être un peu dur, effectivement, au niveau personnel pour Laurent Saint-Martin ou pour François de Rugy. Mais en vérité, ces élections, depuis le début, ils en ont pas grand-chose à faire. Alors certes, ils ont envoyé des ministres sur le terrain, etc. Mais comme l'a dit Catherine, c'est pas leur élection. Eux, ils sont, tout le parti En Marche est orienté en fait vers la présidentielle 2022. Et là, ils sont en train d'enjamber. Alors en plus, ils ont une chance, et c'est ce qu'ils ont passé leur temps à dire hier soir. C'est l'abstention. Donc, ils se cachent derrière l'abstention en disant « Ah oui, mais de toutes les façons, vous savez, personne n'a voté. » Donc, moi, c'est ça que je retiens de cette élection. Et d'ailleurs, le Rassemblement national fait pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut estimer que c'est un revers parce qu'il n'a pas réussi à gagner une ou deux régions comme on pensait qu'il pourrait le faire, ce qui aurait pu le mettre en dynamique, mais en dynamique très relative pour 2022. Enfin, hier, vous écoutiez les discours de ceux qui avaient perdu du coup du Rassemblement national, et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, oui, certes, on a perdu, mais vous savez, les abstentionnistes, c'est nous. Donc, on a une énorme marge de progression, puisque d'ici à 2022, c'est 70% qui ne sont pas allés voter ou 65% qui ne sont pas allés voter. C'est pour nous qui vont, c'est pour Marine Le Pen qui vont voter. Justement, sur le Rassemblement national, je parlais de Christian Jacob, il parle d'un effondrement complet du RN. Hier soir, il y avait quand même beaucoup de monde qui nous expliquait que le RN avait presque disparu du paysage. Ils font quand même des scores dans certaines régions. C'est vrai que dans des régions là où ils espéraient prendre une région comme le PACA, effectivement, la PACA, il ne fait pas un bon score, même un très mauvais score. Ça a commencé à tirer à boulet rouge. Hier même, Robert Ménard a commencé à dire que c'était une mauvaise stratégie de Marine Le Pen, que les têtes de liste étaient des mauvaises têtes de liste dans les régions. On a tiré un peu à boulet rouge un peu trop tôt. Le paysage, évidemment, toujours aussi peut-être favorable à Marine Le Pen. Catherine, tu penses? Moi, ce que je pense, c'est que le paysage sera favorable à ceux qui savent énoncer des enjeux politiques. Voilà. Et que le problème, c'est que en région, ils n'ont pas su, ils ont politisé. Quand ils ont politisé, à mon avis, à mauvais escient. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait de façon caricaturale, tout sur la sécurité, la protection, qui n'est quand même qu'une partie des préoccupations même de leur électorat et qui n'appartenait pas aux régions, qui ne faisait pas partie des prérogatives des régions. Moi, je crois que Marine Le Pen, ça me désole, mais c'est comme ça. Je pense que Marine Le Pen sait parler de politique. Elle sait dire les choses, les contextualiser, leur raconter une profondeur historique, parler à tout un chacun avec une langue non technocratique. Et à mon avis, la bête n'est pas morte. Et donc, il n'y a pas de raison de s'endormir sur les lauriers. De toute façon, toutes les raisons de la crise avant restent aujourd'hui présentes. Donc, c'est absolument vrai face à Marine Le Pen, mais c'est vrai pour le camp de la gauche d'une façon générale, qui s'en tire honorablement. Mais enfin, sur quelle base et sur quelle dynamique? On va en revenir sur la gauche, évidemment. Pablo, encore un mot sur le Rassemblement national. C'est la stratégie de Marine Le Pen directement qui est mise en cause? Non, je pense pas. D'ailleurs, Marine Le Pen était assez éloignée finalement. Elle a fait quelques déplacements pour accompagner certains des candidats, mais elle était assez éloignée de l'élection. Après, pour revenir sur ce que disait Catherine, par rapport à la capacité de politisation de Marine Le Pen, à la capacité en fait d'emmener les Français et certains Français et certaines Françaises dans un récit politique. Moi, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est ce qui a manqué. J'ai regardé des débats d'entre-deux tours dans certaines régions, et j'étais assez estomaqué par le fait que, par exemple, une des compétences importantes de la région, c'est la gestion des lycées. Alors, du bâti des lycées. Et donc, du coup, les journalistes, presque systématiquement, disaient « Mais qu'est-ce que vous faites avec ces lycées ?» etc. Et là, vous aviez les 2, 3 ou 4 candidats qui répondaient, mais absolument strictement la même chose, disant « Ah bah oui, il y en a… » Alors, ils débattaient sur le nombre
qu'il fallait rénover, le nombre qui était en bon état. Ok, il y avait un petit débat là-dessus, mais globalement, tout le monde disait oui, il faut dépenser plus d'argent. Et puis, c'était un peu comme ça sur tous les sujets, même sur le sujet sécurité. Sur le sujet sécurité, la question était de savoir combien de policiers on mettait dans combien de gares. Et donc, il y en avait d'autres qui disaient bah non, mais moi, je ne mets pas un policier, je mets une caméra, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conflictualité, en fait, sur le récit, finalement. Ils racontaient exactement la même chose. Après, ils avaient juste un débat sur les chiffres. Ou sur les techniques, sur les voies et moyens. Et c'est ça, je pense, un des enjeux de la présidentielle 2022, c'est réussir en fait à faire naître des récits qui soient différents, avec des questions qui soient différentes, qui soient posées à la France. Catherine, tu Moi, voulais ce qui rajouter? m'étonne, c'est que quand même, les élections régionales et départementales sont des élections d'un niveau plus proche des citoyens, de leur vie quotidienne. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention, pas de discours sur la participation effective des gens à leur vie, à l'organisation de leur territoire, à la vitalité de leur territoire, etc. C'est-à-dire que ce discours sur la place des individus dans les territoires a été complètement absent. Alors c'est très frappant de La République En Marche qui s'était présenté un peu, en tout cas il y a 4 ans, sur une certaine idée de la mobilisation de la société civile. Alors là, ça a complètement disparu. Ça n'existe pas dans leur discours. On n'a plus que la verticalité macronienne. Et je pense que ça a été très absent du discours de la gauche qui est resté relativement classiquement sur les prérogatives d'ordre étatique décentralisé. C'est-à-dire ce que vient de dire Pablo, c'est-à-dire quels sont nos moyens, comment on va les attribuer, etc. C'est-à-dire ils ont essayé de politiser les affrontements sur l'utilisation des moyens de la région, mais absolument pas sur l'intervention des gens, des habitants. Complètement par hasard, j'ai vu le slogan de la Seine-Saint-Denis du conseiller, je pense que c'est Troussel qui avait dû porter ça comme slogan, et je l'ai trouvé excellent. Leur slogan, c'était « Agir nous protège ». Et c'était le slogan unificateur de leur campagne. Et dedans, il y a un petit peu ces deux directions, ces deux dimensions. Il y a la mobilisation, l'action. Alors, l'agir, c'est l'agir du département, mais c'est aussi l'agir des citoyens de la Seine-Saint-Denis et nous protège. Alors, évidemment, ça fait référence au Covid, mais ça fait référence aux besoins que les habitants en général et ceux de la Seine-Saint-Denis en particulier ont d'avoir des protections sociales et des protections dans leur vie d'une façon générale. Et cette capacité à tenir l'intervention et l'action publique, je pense que c'est un des failles du discours des discours qui ont été ceux de la gauche, ceux de La République En Marche, je m'en fous d'une certaine manière, mais ceux de la gauche, ça me préoccupe, et que c'est peut-être une piste d'entrée pour réfléchir à la participation des citoyens l'année prochaine qui n'ont pas eu piscine parce qu'ils ne savaient pas ou parce qu'ils ne sont plus intéressés par la chose publique. Je ne le crois pas du tout. Allez, on y va. On va sur la gauche qui est notre terrain que l'on aime observer de près. C'est le nôtre. Qui est un peu le nôtre. C'est notre famille. C'est notre famille. Un tiers de l'électorat, visiblement, hier, a voté à gauche, 34-35% selon les estimations, je crois. La gauche conserve ses régions avec des très gros scores pour l'Occitanie, Carole Delga, la socialiste, qui était partie elle seule, sans les insoumis et sans les écologistes. Elle gagne 3 régions, je crois, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. La gauche s'en sort plutôt bien, donc évidemment elle perd le département du Val-de-Marne. On va y revenir plus tard, mais allez d'abord tous les deux un mot très rapide. C'est quoi? C'est un motif de satisfaction ce qui s'est passé hier soir pour la gauche? Non, à part pour effectivement la Réunion et les autres départements d'outre-mer dont tu as parlé, ou régions d'outre-mer dont tu as parlé, il n'y a pas tellement de motifs de satisfaction. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé en France avec Alain Rousset et Carole Delga en Occitanie et dans la Grande Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine,
c'est juste c'est la prime au sortant qui a bénéficié exactement de la même façon à toutes les autres formations politiques sortantes dans les autres régions. Et je vais même aller plus loin, c'est pire que ça, puisque toutes les dissensions et les conflits qui existaient au sein de cet espace politique qui finalement est relativement pluriel, c'est-à-dire avec plusieurs pôles, un pôle écologiste, un pôle insoumis, un pôle socialiste, les dissensions qui existaient entre ces forces existent toujours avec la même acuité, voire ont monté d'un cran, avec effectivement les prises de position de Carole Delga dans l'entre-deux-tours, où elle a refusé de dialoguer, elle a refusé tout dialogue avec les insoumis. Autre chose, on a vu aussi la violence de la droite, notamment en Île-de-France, à l'égard du rassemblement des socialistes, des écologistes et des insoumis, pointer, en fait, essayer de diviser, essayer de créer des fractures, en fait, au milieu de cette union. Tout ça, pour moi, en fait, est d'assez mauvais augure, en fait, par rapport au temps qui arrive, dans la mesure où je pense que si il peut y avoir des propositions politiques qui soient différentes, il faut quand même ménager des espaces de dialogue entre ces forces de gauche et des écologistes. On peut pas se passer, en fait, que ces gens s'appellent, ces gens se réunissent, ces gens trouvent des terrains d'entente et des terrains d'action communes. Or là, moi, ce que je vois, c'est que Carole Delga, elle a dit « je ne décroche pas mon téléphone, je ne les appelle pas ». Et c'est un signal pour moi qui est excessivement dangereux et problématique pour l'année à venir avec la présidentielle en ligne de mire. C'est vrai, Catherine, qu'il y avait à peu près deux stratégies. Il y avait cette stratégie de la gauche rassemblée, comme en Île-de-France, qui fait plutôt un score honorable. Et puis, il y a cette stratégie, effectivement, des socialistes avec cette tentation toujours un peu hégémonique à vouloir faire seul, même si elle était avec le Parti communiste français, mais en excluant les écologistes et les insoumis. Il y a deux stratégies de gauche, pas inconciliables, mais en tout cas deux stratégies de gauche qui sont apparues dans ces élections régionales. Disons que tout le monde n'était pas socialiste. C'est-à-dire que les deux stratégies de gauche, c'était quand même parce qu'en Île-de-France, ce n'étaient pas les socialistes qui étaient à la manœuvre. Hein. Je veux dire, je ne sais pas si Audrey Pulvar, si elle avait gagné, comment ça se serait passé. Il y avait quand même déjà des appels pour dire on ne fait pas d'alliance avec la liste de Clémentine Autain et celle de Julien Bayou. Donc, en effet, ce que je pense, c'est qu'il y a un raidissement du côté du Parti socialiste qui s'est encore une fois manifesté, on l'a vu tout au long de la campagne, et maintenant ça commence, il me semble qu'il y a un problème de clarification à l'intérieur du Parti socialiste, hein, savoir où il se situe. Est-ce que c'est la ligne Valls qui continue d'être influente à l'intérieur du Parti socialiste au point de dominer dans ses stratégies ou pas? Et là, il faudrait quand même qu'il le fasse savoir. Ce que moi, je voulais aussi souligner sur le Parti socialiste, c'est que je pense que c'est un peu une victoire en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'ils font réélire leurs sortants. Ceci étant, dans les régions où ils ne sont pas sortants, ils ne sortent pas en tête des listes. Voilà, donc ils n'ont pas du tout la dynamique de leur côté. Et alors, en région Île-de-France, par exemple, peut-être qu'on y reviendra plus précisément, mais en région Île-de-France, Audrey Pulvar divise par 3. C'est-à-dire qu'on passe de 750 000 voix pour Barthelone en 2015 à 220 ou 250 000 pour Audrey Pulvar. Elle perd 500 000 voix, Audrey Pulvar, par rapport au Parti socialiste. C'est-à-dire que c'est quand même un effondrement en termes de voix du Parti socialiste. Là où Julien Bayou et Clémentine Autain, malgré la baisse de participation, augmentent le nombre de voix sur 2015. Donc, il y a quand même, moi je crois qu'il y a un affaissement, en tout cas, par rapport à 2015, il y a un affaissement, et on peut dire par rapport à 2017, il n'y a pas de remontée du Parti socialiste. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont une attitude extrêmement agressive à l'égard du reste de la gauche, et à mon avis, en interne, il y a quelque chose qu'ils doivent clarifier. On ne sait pas qui dirige le Parti socialiste et qui dirige, moi je m'en fiche du personnage, mais ce que je veux dire, quelle est la ligne qui prévaut à l'intérieur du Parti socialiste? Est-ce que c'est une ligne de rassemblement, y compris avec les écologistes et la France insoumise? Mais même avec les écologistes, c'est pas clair. Je veux dire, il y en a qui sont tenants d'une
candidature commune PS écolo, et par ailleurs, une partie du Parti socialiste dit non, on ne cause pas avec les écologistes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette orientation, et plus les clivages complètement artificiels sur les ennemis de la République qui seraient du côté de la France insoumise et du Parti communiste? C'est complètement absurde. On va revenir sur l'Île-de-France. Encore un mot peut-être sur Europe Écologie Les Verts, parce que ils espéraient obtenir une victoire dans les Pays de la Loire avec la candidature de Mathieu Orphelin. Ils arrivent à maintenir quand même une dynamique. C'est ce que disait Julien Bayou dans son discours de secrétaire national hier d'Europe Écologie Les Verts. Il expliquait que, et c'est vrai, j'ai vérifié, j'ai regardé, ils vont doubler, voire parfois tripler le nombre d'élus régionaux et dans les conseils départementaux où ils vont faire leur grande rentrée. Ils se battent, en tout cas, ils expliquaient hier, Julien Bayou expliquait hier, un peu comme Olivier Faure lui-même le disait, que la gauche et les écologistes devaient se regrouper autour d'eux. Il va y avoir cette bataille de leadership entre les socialistes et les écologistes? Alors, moi, je veux dire une chose tout de suite, c'est qu'on ne peut pas juger de l'influence d'une formation politique au nombre d'élus qu'elle a dans les conseils régionaux. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les socialistes, en fait, sont en affaissement et ils vont garder des régions et ils vont peut-être même augmenter leur nombre d'élus, ça j'en ne sais rien. Ce qui est clair, c'est que pour le Parti communiste, ça va être le cas. Ils vont augmenter leur nombre d'élus. Je ne pense pas qu'on puisse en traduire cela par une dynamique du côté du Parti communiste. Donc il n'y a pas d'égalité entre le nombre. Et donc quand Julien Bayou explique qu'ils sont en dynamique parce qu'ils gagnent des élus au conseil régional, moi je pense que c'est un argument complètement fallacieux. D'ailleurs, peut pas dire quand même que la dynamique de second tour, et en particulier autour de Mathieu Orphelin, ait été bonne. Ils sont quand même, ils réussissent dans les grandes longueurs, et par ailleurs mettre tous ses espoirs sur Mathieu Orphelin. C'était une erreur de casting, ce qui s'est passé dans les Pays de la Loire? Je ne sais pas si c'est une erreur de casting, parce que quand même il a été porté en tête, mais enfin Mathieu Orphelin ne peut pas provoquer une dynamique de gauche. Enfin, ça, c'est complètement… à ma grande surprise, il était soutenu ou il avait fait un accord avec la France insoumise. Donc, dans le genre brouillage général où tout le monde y perd son latin, c'est clair que tout ça n'est pas très clair. Peut-être que le Parti socialiste doit clarifier ses positions. Peut-être qu'il y a des clarifications qui sont attendues du côté du Parti communiste et du côté de la France insoumise. On va dire que tout le monde a un petit peu à dire où il se situe, parce que les alliances de ces élections régionales ne permettent pas de comprendre où les uns et les autres, avec qui ils ont des proximités, avec qui ils ont envie de créer une dynamique politique. En Île-de-France, Pablo, on en parlait tout à l'heure, mais on dit toujours que la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. En revanche, ce qui s'est passé en Île-de-France, c'est que la stratégie d'alliance de Julien Bayou à Clémentine Autain et Audrey Pulvar, le score qu'ils font au second tour, c'est presque l'addition des scores de chacun au premier tour. Ils étaient tous entre 10 et 12%, ils font presque 34%. Est-ce que ça veut dire que c'est une stratégie gagnante? Ils font plutôt un bon score au final, non? C'est surtout que la stratégie hyper agressive de la droite et d'une partie des journalistes pendant toute cette semaine et d'En Marche aussi, tu as raison, a raté. C'est-à-dire de dire, regardez, derrière Julien Bayou, il y a des infâmes islamo-gauchistes, et d'ailleurs même Julien Bayou est islamo-gauchiste, etc. Enfin, ça a été excessivement dur pendant cette semaine. Ça a raté. Qu'est-ce que je te dise? Je pense que les électeurs, finalement, ou en tout cas les électeurs franciliens, ne voient pas ça de cet œil-là. C'est-à-dire qu'il y a en fait un décalage entre ce qu'imaginent les états-majors des Républicains ou même du Parti socialiste, hein, parce que Olivier Faure n'est pas en reste de mots durs et d'anathèmes à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Donc je pense qu'il y a un décalage entre eux et le reste de la population, en fait, qui considère que Clémentine Autain et Julien Bayou, parmi les électeurs socialistes, hein, que Clémentine Autain et Julien Bayou sont tout à fait compatibles avec le logiciel de base de la gauche et du socialisme. Moi, j'aimerais… Vas-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que quand même, c'est pas sans effet. Ça veut dire d'abord, ça dit quelque chose de la stratégie de la droite. C'est quand même une droite qui mobilise sur des bases extrêmement droitières. Vraiment, et de ce point de vue, le discours de Xavier Bertrand, à la fois très droitier, mais qui ne met pas sur un pied d'égalité, par exemple, le barrage à l'extrême droite et le barrage au Parti communiste, enfin, qui ne parle pas de barrage au Parti communiste, dissonne par rapport au reste de la droite. Et à mon avis, ça fera partie des raisons de sa possible sélection comme candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'au moins, lui, il connaît son histoire de France, on va dire. Donc, je pense que ce n'est pas
c'est pas du tout une affaire sans importance, cette espèce d'hystérisation anti-islamo-gauchiste qui a eu lieu pendant l'entre-deux tours. C'était fait pour mobiliser la droite, mais la mobiliser sur une base vraiment de droite. Et l'autre effet, je pense, c'est que ça a quand même nuit à la dynamique de la gauche. Enfin, je veux dire, certes, ils mobilisent leur électorat, ils additionnent leurs voix, donc ça n'a pas eu d'impact sur les plus mobilisés, mais il n'y a pas de dynamique à gauche en Île-de-France. C'est-à-dire que l'Île-de-France fait 34% au second tour, là où Barthelone en faisait 47 il y a 6 ans, et ça se traduit par, moi je pense, quand même un affaissement des positions de la gauche en Île-de-France. Ça, ce n'est qu'un élément d'explication, hein. C'est-à-dire que ça a brouillé la campagne de second tour. Le fond, évidemment, n'est pas celui-là. Ce n'est pas pour ça que la gauche est faible en Île-de-France comme dans le reste de la France. En Île-de-France, l'autre fait marquant, c'est le basculement du Val-de-Marne à droite. Le Parti communiste français perd son dernier département. C'est un nouveau signe d'un parti en perte de vitesse, Pablo? Bah, je pense que le Parti communiste maintenant, au Parti communiste, il ne reste plus que des conseillers municipaux en élus et une poignée de députés et une poignée de sénateurs. Et des conseillers départementaux quand même. Ils ont gagné, ils sont presque à 150. Oui, départementaux et régionaux, ils vont augmenter leur nombre de conseillers régionaux, ouais. Pablo. Oui, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, l'augmentation d'un nombre. Voilà, exactement. L'augmentation d'un nombre de conseillers départementaux, tu vois, n'inscrit pas. Avant, ils avaient quand même, c'était un relais. En fait, il y avait cette ceinture rouge autour de Paris qui structurait en fait le communisme municipal, et ils avaient un relais au niveau, à l'échelon du dessus, c'est-à-dire à l'échelon départemental, quel était le Val-de-Marne. Aujourd'hui, ils perdent en fait cet échelon. Donc, je pense que le fait que la région Val-de-Marne passe à droite est dramatique pour le Parti communiste en termes notamment d'affichage et de dynamique, mais je pense d'abord, parce qu'on oublie parfois d'en parler, mais au Val-de-Marnais, parce que je pense que ça va être un changement radical dans la façon dont est géré le département, les politiques publiques qui vont être mises en avant, parce que c'est toute politique l'aide sociale. Exactement, c'est toute l'aide sociale et les EHPAD pour les vieux des catégories plus populaires. Toute l'aide sociale va être modifiée, chamboulée, et la droite va y faire un peu ce qu'elle veut. Et je pense que c'est dramatique pour eux. Après, quelles leçons vont en tirer les communistes ? Ça fait bien longtemps en fait que les communistes subissent élection après élection des revers électoraux, hein, que ce soit des élections municipales, des élections nationales ou que sais-je. Est-ce que leur ligne varie sensiblement ou beaucoup ? Pas tellement. Donc, je pense que ça va être same old, same old. Alors, le Val-de-Marne, c'est un département qui, depuis très longtemps, est en équilibre précaire dans le rapport gauche-droite. C'est-à-dire que le fait que ce soit des communistes, c'est qu'à l'intérieur de la gauche, les communistes sont prépondérants, mais c'est surtout la droite qui contestait. Et là, on voit bien qu'on a une droite qui était en dynamique, et donc ça a profité évidemment parce que les électeurs sont venus pour voter Pécresse et ils ont voté également au départemental, et donc ça a certainement contribué à ce basculement. Mais plus fondamentalement, c'est moi ce que je ressens, c'est qu'on a un parti communiste. Je ne crois pas qu'il ne change pas. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, d'abord, Fabien Roussel n'égale pas Pierre Laurent. Il y a des évolutions à l'intérieur du Parti communiste. Il va avoir un candidat à l'élection présidentielle, et à la fois précédente, ils ont soutenu Jean-Luc Mélenchon. Donc, on ne peut pas dire que ce soit la même qui continue. Pas des élections qui ne sont pas liées à des revers électoraux, ces changements. Je pense pas. Moi, je ne les lis pas comme ça, mais bon. Justement, la candidature de Fabien Roussel, c'est qu'ils pensent que leur affaiblissement politique est lié à leur non-présence lors d'un certain nombre de scrutins, dont l'élection présidentielle. Donc, les communistes, en tout cas, articulent bien les deux, en se disant qu'il y a un enjeu d'être présent et d'avoir des résultats à l'élection présidentielle à tout le moins, et d'une façon générale dans les élections intermédiaires, cantonales, municipales et régionales. Par contre, ce que je pense, c'est que ce qui s'est manifesté là, alors pour le Parti communiste comme pour l'ensemble, à mon avis, de la gauche, hein, c'est un problème de mise à jour du discours
de la proposition politique. Et dans le Parti communiste, ils ont une double difficulté, c'est que cette mise à jour, elle est une mise à jour de leur proposition politique globale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être communiste aujourd'hui ? Cette réponse n'est pas claire. Et donc, quel est le projet que l'on porte pour une municipale, pour un départemental ou pour une régionale n'est pas clair. C'est-à-dire qu'elle n'est pas claire au niveau du projet global. Et donc, c'est encore plus difficile pour eux de le préciser et de politiser leurs réponses. Alors, bien sûr, ce que tu as rappelé, c'est des politiques sociales qui sont plus affirmées, du logement social, à l'égard des personnes âgées, des personnes handicapées, de la petite enfance, etc. Ça, c'est tout à fait certain, mais ça ne suffit pas à faire sens, à l'insérer dans un projet qui peut mobiliser et qui peut se dire, oui, voilà pourquoi je veux que ce département soit dirigé par la gauche avec à sa tête un président ou une présidente communiste. Donc, il me semble que le Parti communiste a cette double difficulté de mise à jour de son logiciel, de son projet, de sa vision globale, de dire ce que c'est qu'être communiste au XXIe siècle et d'insérer dedans ses propositions. Sans ça, on est dans ce que tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, une faiblesse de la conflictualité politique. On ne sait pas quel est l'écart finalement, en quoi représente cet écart et en quoi ça nous est si important aux uns et aux autres de voter pour la gauche ou de voter communiste ou de voter insoumis, ou etc., etc. Allez, on va parler, dernière question, on n'a pas parlé des insoumis, j'avais envie de vous faire réagir à ce sondage qui a été diffusé hier soir. Mais d'abord, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de voir progresser son implantation dans les conseils régionaux parce qu'il passe de 2 régions à 7 régions où il aura des élus régionaux. Il a revendiqué aussi la victoire du Gad Bello à La Réunion, de Gabriel Serville en Guyane. Mais c'était quand même une mauvaise soirée pour Jean-Luc Mélenchon, sans doute, parce que le sondage qui a été diffusé hier soir par France 2, France Télévisions, Ipsos France Télévisions, le place maintenant à 7%. Derrière Anne Hidalgo qui est à 8 ou 9% et Yannick Jadot qui est à 10%. Roger Martelly vient de nous envoyer à l'instant un autre sondage qui donne des chiffres un peu différents, qui place Jean-Luc Mélenchon à 9% selon la configuration à droite, Anne Hidalgo à 7% et Yannick Jadot à 8%. Mais quand même, globalement, le fait important, c'est que quand même, Xavier Bertrand, qui est testé dans ce sondage, n'est plus qu'à 6 points de Emmanuel Macron. Il est testé à 20% contre 18% hier dans le sondage d'hier. Mais globalement, pour revenir quand même sur la figure même de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, qu'est-ce qui paye Jean-Luc Mélenchon là, pour baisser autant dans les intentions de vote, selon vous ? Alors, juste par rapport à ce sondage, Ipsos, c'est un sondage qu'il avait déjà mis dans des précédentes études, à des dates avant, qu'il avait déjà mis dans les mêmes étiages, en fait, et qu'il avait déjà mis derrière Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Donc, finalement, c'est un peu la continuité. Je pense que c'est la façon dont il pose les questions. Je n'ai pas encore regardé précisément, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans la… Opinionway, il dit à peu près la même chose. Les 3, grosso modo, figurent dans un mouchoir de poche, un peu comme ce qui s'est passé en Ile-de-France. Ils étaient tous… Déjà, un mouchoir de poche, ça serait une évolution par rapport à la situation précédente. Jean-Luc Mélenchon quand même dominé le match à gauche. Donc, moi, je ne sais pas ce que valent ces sondages un dimanche soir d'élection où il y a 2/3 des Français qui n'ont pas participé, ce qui ne sera pas la même situation assurément l'an prochain. Je pense que la clé, c'est de faire revenir les gens au vote. Les électeurs qui n'ont pas voté n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que je crois, moi, je suis d'une tradition communiste, j'ai tellement entendu le Parti communiste croire que les abstentionnistes étaient ses électeurs, ou enfin que, d'une certaine manière, ils étaient aussi ses électeurs, alors que non, ils ne sont jamais revenus au vote communiste. Donc, je pense que Marine Le Pen aurait tort de croire que les abstentionnistes sont des électeurs du Front National, et je crois qu'on ne peut pas penser que les électeurs de la France insoumise qui se sont massivement abstenus, c'est moins d'un quart des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont allés voter. Donc, une abstention plus forte que pour le reste de la population. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait vote. Ils ne sont pas votés. Il va falloir les reconvaincre. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon peut les reconvaincre, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout que le match soit plié. Ces sondages, c'est un épiphénomène. La question, c'est quelle est la dynamique politique et donc le discours politique qui sera tenu. Moi,
ma conviction profonde, hein, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on s'en tient à demander aux électeurs de nous soutenir, de nous applaudir, de voter pour nous, ça ne le fera pas. Et ça ne l'a pas fait. Ça ne le fera pas. Ou bien on est capable d'articuler une proposition politique qui a une vision, qui propose une vision générale dans laquelle chacun a sa place. Et dedans, il y a évidemment un discours sur les politiques publiques, mais si tout le discours porte sur les politiques publiques et les gens qui doivent soutenir telle politique publique ou telle politique publique, c'est-à-dire si nous sommes réduits à être des supporters et non pas des acteurs, moi je pense que c'est totalement passer à côté des transformations profondes qui sont à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, mais qui ont été amplifiées d'une certaine manière. Toute cette période, cette année et demie qu'on vient de vivre, chacun s'est démerdé. Enfin, je veux dire, et je ne suis pas là pour dire que c'est de la démerde, mais quand je dis c'est démerdé, c'est qu'il y a eu des solidarités, des micro-solidarités qui se sont déployées, des gens qui ont pris des initiatives pour soutenir le personnel soignant, pour aider les enfants à ne pas décrocher à l'école, pour continuer d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire que la société s'est mobilisée. Et on n'a pas de discours politique qui parle de la société et de comment la société peut intervenir. Moi, je pense que chez Jean-Luc Mélenchon, il a un petit peu ces deux éléments dans son logiciel politique, c'est-à-dire qu'à la fois, il parle par moment de la mobilisation des citoyens, et par moment, il est très un discours sur la politique de l'État et très étatiste dans ses propositions. Je pense que cet équilibre-là, à mon avis, n'est pas bon. C'est-à-dire que je pense qu'il faut donner plus de place et faire plus appel à ce que chacun fait. Je voudrais vous raconter une anecdote. Je suis urbaniste. L'autre jour, je suis allée dans une cité populaire où il y avait des gens qui se lamentaient, mais vraiment qui étaient dans une grande tristesse parce que eux, dans leur cité, eh ben, ils prennent tout en charge. L'aide aux devoirs, faire le repas de rupture de jeûne du Ramadan, faire la piscine pour les enfants en plastique au milieu de la cité. Et ils le vivaient comme une grande tristesse parce que c'était eux qui le faisaient. Et moi, j'étais désolée qu'ils soient si tristes que ça parce que je me disais, mais c'est formidable ce que vous faites. Mais ce qu'ils disaient au fond, c'est que personne ne le reconnaît. C'est-à-dire qu'on s'imagine que c'est l'État dont les catégories populaires ont le plus besoin. Moi, je crois que les catégories populaires, elles ont déjà beaucoup et elles font déjà beaucoup pour prendre leur vie en main, pour agir sur leur quotidien, leur existence, pour trouver des solutions. Il faut le reconnaître, il faut le valoriser dans le discours politique. Si on les met en situation de spectateurs, eh bien, elles continueront de faire autre chose. Merci à tous les deux. On suivra l'évolution de comment la gauche va se… Pardon d'avoir été véhémente, j'ai cloué le bec, Pablo. Non, c'était très bien. C'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Allez, merci, bonne journée. À plus. Ciao.